Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Bien sûr cofondateur de Mediapart et auteur de nombreux essais, dont celui-ci, Le Jardin et la Jungle, adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde, que vous publiez aux éditions La Découverte. Edoui Plenel, j'allais presque dire c'est un essai revigorant, c'est un essai qui en appelle à un sursaut. Vous dites au fond, l'Europe est à la croisée des chemins, elle est menacée d'effondrement par ses valeurs alors que se déroule la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine. Oui, bien sûr, c'est une adresse, c'est une interpellation et ce livre peut se lire à voix haute. J'interpelle l'Europe, ses dirigeants, sa projection politique, qui est l'Occident, qui n'est pas qu'une réalité géographique, des États-Unis à l'Australie, voire à des pays comme l'Argentine. Je les interpelle à l'ombre de ces deux guerres. C'est quelque chose de terrible, ce qui se passe sous nos yeux. Il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, potentiellement, selon nombre de juristes, un crime de génocide, la destruction d'un peuple, de son quotidien, de sa vie, de ses écoles, de ses universités, de ses habitations. Oui. C'est Gaza, mais pas seulement la Cisjordanie, la Palestine. Une volonté des actuels dirigeants israéliens de détruire la Palestine. Et il n'y a pas de réaction. Les ventes d'armes continuent pour l'armée israélienne. Il n'y a pas de sanctions contre ces dirigeants, malgré toutes les demandes des juridictions internationales, les appels des Nations Unies, de toutes les agences. Vous avez vu encore, ce sont des humanitaires qui ont été tués. Les enfants ne peuvent plus rentrer à l'école. Oui. 300 humanitaires, des journalistes. Touchée, là. Des journalistes. Et là, comparaison. Il y a une autre guerre, une guerre d'agression, une guerre d'invasion, celle de l'impérialisme russe sur notre continent contre l'Ukraine. Là, unanimité, sanctions, protestations, mobilisation, déclaration de l'ensemble des dirigeants européens. Alors, j'interroge ce double standard, ce déséquilibre. Et ce livre, en essayant de remonter à la source de ce double standard, d'où il vient, parce qu'il est tellement flagrant, tout le monde le voit. En remontant à sa source, j'interpelle l'Europe parce que je pense que c'est là où nous courons à notre perte. Le monde le voit, que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Soutenir Netanyahou, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à M. Poutine. Ils ont le même but de guerre. Vous dites qu'il y a un parallèle, vous faites le parallèle entre les deux, bien sûr, entre Poutine et le Netanyahou. refus du droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? C'est la projection du principe d'égalité des droits à l'échelle du monde. Il n'y a pas de nation supérieure à une autre. Il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Et il y a des droits qui s'imposent au-dessus de nous. Le droit de l'enfance, le droit à la santé, le droit de ne pas agresser, le droit de résister si on est agressé. Et donc, rappeler cela, c'est mettre sous les yeux, encore une fois, le fait que, en piétinant nos propres valeurs, celles que nous avons proclamées, c'est la Déclaration universelle de 1948, l'année même où nous reconnaissons l'État d'Israël, sa légitimité à partir du foyer national juif et du mouvement sioniste. Mais du coup, on ne se débarrasse pas de notre propre crime en laissant perdurer une injustice. Nous avons reconnu l'État d'Israël parce que nous avons compris que les logiques de puissance, de domination, de civilisation supérieure, d'inégalité naturelle produisent des montagnes de cadavres. Le génocide, le crime contre les Juifs d'Europe. Et donc cette faute, nous l'avons réparée en disant les Juifs ont le droit d'avoir un État où ils sont en paix. C'est aujourd'hui l'État où ils sont le moins en paix. Pourquoi ? Parce que, en même temps que nous essayons de réparer cette injustice, ce crime, nous le mettions sur le dos d'un autre peuple, les Palestiniens. 80% des Palestiniens mis dehors au moment de la Nakba en 1948. Et puis la suite, 1967, le Grand Israël, la colonisation. Et la colonisation est toujours une perdition. Elle finit en extermination. Et donc, aujourd'hui, nous avons sous les yeux le fait que nous rentrons à nouveau dans un cycle terrible où nous recommettons les mêmes erreurs. Nous avons compris dans la douleur que coloniser un peuple, vouloir lui prendre sa terre, détruire sa culture est un crime et finit par nous barbariser nous-mêmes. Et nous laissons ceci se commettre aujourd'hui, alors que nous voulons empêcher Poutine de le commettre en Ukraine, contre le peuple ukrainien. Et non seulement nous le laissons se faire, mais je le dis dans le livre, du coup ça contamine tout. Dans la même année où nous avons la Palestine et nous avons l'Ukraine et nous avons le retour des impérialismes, du refus de l'égalité naturelle, du refus de l'égalité des droits,
nous-mêmes, nous revenons à la case départ, celle du colonialisme. Il faut un mot pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Kanaki, cette terre de souffrance, cette terre de dignité. Nous avons cette présidence actuelle. Monsieur Macron a fait tomber tout l'édifice patiemment construit de dialogue, de reconnaissance, de précaution. Il a remis en route la machine infernale du colonialisme. Qu'est-ce que ça donne ? La présidente de la région Sud, Madame Backès, en Nouvelle-Calédonie, qui a été secrétaire d'État à la citoyenneté, qu'a-t-elle dit ? Elle a dit « on ne peut plus vivre ensemble ». Et elle a fait l'éloge de l'apartheid. Elle a fait l'éloge de la séparation. Apartheid, c'est un mot qui vient y compris du français à part. Les Kanaks chez eux et nous, les autres qui ne seraient pas... Qu'est-ce que c'est ? Ce tri, cette séparation au nom de l'origine. C'est comme ça que commencent les crimes contre l'humanité. Le refus d'accepter l'autre, de se mélanger à l'autre, de dialoguer avec l'autre, d'écouter l'autre. Et donc, tout ce livre qui prend cette métaphore dont on va peut-être parler de son origine, du jardin et de la jungle, est un appel à la fois, merci de l'avoir dit, revigorant, parce qu'il faut se secouer, mais inquiet sur ce retour à l'engrenage qui a produit les catastrophes européennes et mondiales. Oui, Joseph Borrell, vous le disiez, a dit l'Europe est un jardin, le reste du monde est une jungle, et la jungle menace d'envahir le jardin, l'Europe. C'est au fond, c'est ça la base de votre livre, Edwy Plenel, et vous dites là, c'est la pire des menaces. Mais c'est exceptionnel. Ce discours a été prononcé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par M. Borrell, qui est un homme très, très honorable, estimable, un socialiste espagnol qui, jusqu'à ces derniers jours, était le commissaire européen aux affaires étrangères. Et il dit aux diplomates européens: l'Europe est un jardin, tout fonctionne, un joli petit jardin, et puis le reste du monde est la jungle risque d'envahir le jardin. Mais comme il est un honnête homme, il dit on ne va pas construire des murs, il faut que les jardiniers européens se projettent dans la jungle. Ce discours a été totalement fracassé par l'attitude de l'Europe sur Gaza et sur la Palestine. Ce qu'il disait d'un côté, il ne le faisait pas de l'autre, et on voit bien que du coup, cette vision du jardin produit des jungles. Ce sont nos propres jungles. Et je rappelle dans ce livre que les dirigeants israéliens, dans leur aveuglement par rapport au territoire dans lequel ils sont, au peuple avec lesquels ils sont, se définissent comme une villa dans la jungle, comme une pointe avancée de l'Occident face à un monde qui serait la jungle. Donc avec un monde avec lequel ils ne seront jamais en paix, avec lequel ils sont toujours en guerre. Et en ce sens, c'est une course à l'abîme qui menace Israël dans son existence même. La politique de M. Netanyahou et des dirigeants israéliens, et pas seulement les crimes et les massacres commis par le Hamas. Et donc, cette image du jardin et de la jungle, c'est le nœud du problème. C'est comment nous, l'Europe, l'Occident, les États-Unis d'Amérique, nous nous voyons comme le camp du bien, du juste, du vrai, par rapport à un reste du monde qui serait le monde barbare. Et je convoque beaucoup de nos anciens compatriotes, car il y a eu un retour à l'envoyeur. Édouard Glissant, il n'est plus de ce monde. Frantz Fanon, Aimé Césaire, de mon île, la Martinique, qui nous rappellent combien ce discours-là est celui qui produit la catastrophe. Et qui rappelle parfois d'ailleurs le nazisme, ce que dit Aimé Césaire. Mais... Par exemple, d'ailleurs, vous avez le film La zone de silence, dont vous parlez aussi dans le livre. La zone d'intérêt. Vous parlez de la zone d'intérêt. Voilà. Et c'est un film qui a eu le Grand Prix à Cannes en 2023. Alors, il y a un joli petit jardin, comme dirait M. Borrell, dont s'occupe une dame très gentille, Madame Heuss. Et ce joli petit jardin, c'est celui de la maison du responsable du camp d'Auschwitz. 1 100 000 morts, dont 90% de juifs. Et donc, il y a ce petit jardin, il y a la jungle. La jungle, c'est la nôtre. Nous produisons des jungles. Comme la destruction de Gaza, nous la produisons. C'est une jungle. Il y avait une civilité à Gaza. Il y avait des rires. Il y avait des chansons, il y avait de la musique, il y avait des élèves en soif d'école, d'éducation, de langue étrangère. La jungle, nous la produisons. Et donc, nous sommes vraiment... cette idée de la jungle et du jardin, c'est l'imaginaire de la puissance. C'est celui dont il faut se défaire. Il faut apprendre à vivre avec égalité avec le monde, avec respect. Il faut être dans la précaution vis-à-vis du monde et du vivant. Je termine le livre en rappelant combien nous sommes dans un moment où les questions écologiques sont des questions éminemment politiques. Nous faisons face à des classes dirigeantes totalement minoritaires qui sont dans une culture de l'illimitisme. Elles peuvent tout se permettre.
tous permettre sur les corps, et c'est MeToo, qui nous montre à nous, notre genre masculin, combien nous avons été habitués à des pratiques de prédation millénaires. Mais tout se permettre sur la nature, sur l'extractivisme, sur la destruction des richesses naturelles, tout se permettre sur l'abus de pouvoir démocratique. C'est la séquence française actuellement avec M. Macron et depuis la dissolution. Et donc, il ne s'empêche de rien. Et je rappelle à la fin cette phrase d'Albert Camus qu'il prête à son père dans son roman posthume Le Premier Homme, « Un homme, ça s'empêche ». Mon livre est un appel à ce qu'on apprenne à s'empêcher, à se retenir, à écouter, à prendre précaution, à prendre soin. Vous dites, et vous citez Camus, chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Oui, c'est un appel aussi aux oppositions, à ceux qui pourraient partager ce que dit ce livre dans leurs responsabilités. Je pense que l'essentiel est en jeu aujourd'hui. Un des refrains du livre, c'est cette année 1948. Je voulais rappeler la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont celui qui a tenu la plume, René Cassin, était un compagnon du général de Gaulle, une figure du judaïsme libéral, laïque français. C'est l'année de la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est l'année où se met en route ce que nous voyons aujourd'hui, les cours internationales de justice. Depuis, il y a eu la CPI, c'est-à-dire un ordre international. Comme disait Cassin, après le nazisme et le fascisme, on sait qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément aux États, aux nations. Elles peuvent devenir criminelles aussi civilisées soient-elles. L'origine ne protège de rien. Donc il faut un droit au-dessus de cela. Et là, ce qui se passe aujourd'hui et qui est partagé par tous ces dirigeants sous différents visages, de M. Milei en Argentine à M. Poutine, en passant par les mollahs iraniens, en passant par les dirigeants afghans, en passant par toutes sortes de visages. C'est le refus de ce droit supérieur qui s'impose aux nations, de ce droit universel. En clair, de l'égalité universelle, de l'humanité commune. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de mon peuple, c'est la loi de mon identité. C'est ce que dit l'extrême droite. C'est la théorie du grand remplacement dont vous parlez également dans le livre. Bien sûr. C'est au fond l'extrême droite sous tous ses visages. Et ce que je viens de citer, ce sont des visages de l'extrême droite. Il n'y a pas que notre visage européen ou notre visage américain avec Trump. Aujourd'hui en France, vous parlez tout à l'heure d'un déni démocratique avec le gouvernement de Michel Barnier. Bien sûr, parce que à quoi il donne la main ? Depuis cette séquence terrible qui s'est accélérée avec la loi sur l'immigration votée avec l'extrême droite, avec la préférence nationale. Et M. Barnier commence à reparler d'une nouvelle disposition et avec même un ministère de l'immigration. C'est la brèche sur l'égalité des droits. Tout d'un coup, il y a des ayants droit et des sans droit. En brandissant de manière obsessionnelle, de loi en loi, la question de l'immigration, on casse ce qui a fait que nous sommes là ensemble. La proclamation de l'égalité des droits, l'égalité naturelle. Quand elle est proclamée en 1789, il n'y a aucun droit politique, aucun droit social, il y a l'esclavage. Mais la proclamation nous permet de les conquérir, de les défendre, d'en inventer des nouveaux. Nous sommes les enfants de ça. Et je rappelle dans ce livre toute la généalogie qui est au cœur de l'idéologie des extrêmes droitres mondiales, sous tout visage. Qu'est-ce que veut dire extrême droite ? Ça veut dire la haine de l'égalité. Et je cite le premier penseur de tout cela, il n'était pas français, mais il était francophone, et il a longtemps vécu en Russie, Joseph de Maistre, il était savoyard. Et c'est la référence de Charles Maurras. Et c'est la référence de Carl Schmitt, le constitutionnaliste juriste nazi. Que disait M. de Metz ? Il y a toujours sa statue à Chambéry. Et M. de Metz, il disait « L'homme, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'humanité commune. Il n'y a pas d'égalité des droits. Il n'y a que des hiérarchies. Hiérarchie de la naissance, hiérarchie de l'origine, hiérarchie de la couleur de peau, hiérarchie de la croyance. C'est contre ça que nous avons inventer les mots de république, de démocratie. Même Jules Ferry, que vous citez, avait des mots. Bien sûr. Mais, à son époque, l'inventeur de l'école libre. Il était en même temps un grand colonialiste. Il pensait qu'il y avait des civilisations supérieures. Et celui qui lui a répondu à l'époque s'appelait Clémenceau. Tout ça partage. Et c'est pour ça que je cite M. Borrell, qui est socialiste, et néanmoins, il tient le discours le plus convenu des néoconservateurs. La jungle, le jardin, nous sommes la jungle, nous sommes la civilisation, et vous êtes la jungle. Et donc, personne n'est à l'abri de ça. Vous voyez même,
dans le sursaut actuel aux États-Unis autour de Kamala Harris, sursaut que je salue, et cette convention démocrate américaine pourrait en remontrer beaucoup à la gauche européenne, à la gauche française, qui doit s'unir, qui doit arrêter de se diviser, de se quereller. Peut-être se focaliser sur des personnalités. On a vu tout l'été autour de Mme Castet. Il faut d'abord se rassembler. Il faut d'abord se rassembler et mobiliser la société. Et cette convention américaine, c'était un appel à mobiliser la société. Et à un moment, Kamala Harris, hélas, dit « We are the greatest nation on earth ». La plus grande nation sur la Terre. Ce n'est pas vrai géographiquement, ce n'est pas vrai démographiquement. Oui. Ce discours de puissance aboutit toujours à des catastrophes. Puisque vous me posez la question de la France, face au coup de force de M. Macron aujourd'hui, moi, je suis un citoyen qui aimerait que les forces de gauche, au lieu de rentrer dans son agenda l'obsession de la présidentielle, l'obsession du pouvoir, parlent à la société. Nous sommes désespérés, nous n'avons plus de mots. Nous voyons cette dégringolade. Ça n'a pas de tenue. Ça n'a pas de dignité. Où sont les principes? Heureusement qu'on entend parfois un Dominique de Villepin pour nous rappeler qu'il y avait une droite républicaine qui partageait les idéaux. Un ancien Premier ministre Jacques Chirac qui aujourd'hui incarne les valeurs de la gauche. Il parle comme le Conseil national de la résistance. Ça allait des gaullistes aux communistes. Nous sommes enfants de ça. D'un sursaut où on a vu cette droite réactionnaire, conservatrice, accepter le fait accompli du nazisme, se vautrer dans la collaboration. Et donc nous sommes, le peuple, enfants de cet espoir qui a donné la sécurité sociale, qui a donné toutes les politiques publiques, qui a donné le combat contre les inégalités, qui a donné le choix d'imposer ceux qui gagnent plus, qui doivent donner plus à la société, parce que la société leur a permis de s'enrichir, comme Roosevelt aux États-Unis, la même chose. Et donc, dans ce moment-là, moi, j'aimerais une gauche qui se dise « je me tourne vers la société ». Ce président est perdu, égaré dans son abus de pouvoir, je parle à la société. Et par exemple, si elle m'écoute, je dirais à Mme Castex, puisqu'elle a fait l'unanimité des partis politiques, qu'elle doit proclamer son gouvernement. Il ne faut pas rentrer dans un face-à-face des personnes, ou comme si Mme Castex était en campagne électorale. Elle doit proclamer son gouvernement. Elle doit s'accorder avec les partis, leur donner à la limite la moitié des postes, quelques postes régaliens, le reste pour la société civile, échapper à l'image de la femme blanche énarque aux fonctionnaires de la ville de Paris, montrer la diversité des compétences et que la société n'entende pas des batailles d'appareils, des querelles, d'ego, de rivalités partisanes, mais elle entende sur le budget, le ministre de l'économie, du shadow cabinet, du contre-gouvernement, sur la rentrée scolaire, sur les enfants, sur les moyens des professeurs, qu'elle entende, la ministre de l'éducation de ce contre-gouvernement, sur la Kanaki, sur ce qui se passe avec la Commission européenne, sur Gaza, qu'elle entende le ou la ministre des Affaires étrangères de ce contre-gouvernement. Cette tradition existe dans les autres pays, elle existe en Grande-Bretagne, c'est justement le shadow cabinet. Et là, on aurait l'affirmation non pas d'un cartel de partis, non pas d'une addition de personnalités, mais d'une équipe, d'un pack de rugby qui parle à la société et qui la mobilise et qui du coup dit à la société, comme les partis ont quand même bien déconné dans leur division, dans leur querelle intestine, il a fallu quelques jours pour faire le programme du NFP alors qu'ils se tiraient des querelles inutiles avant. Eh bien dire, en avant, faisons des comités du nouveau Front populaire. À la base, comme le vrai Front populaire. Le Front populaire, il n'est pas venu d'un cartel des partis, il est venu du comité des intellectuels antifascistes, il est venu de l'union syndicale, il est venu de la société. Aujourd'hui, il y a le feu au lac. Les vents sont contraires. Ce dont nous sommes issus, c'est-à-dire la promesse de l'égalité naturelle, est en péril à l'échelle du monde. Des gens veulent effacer cette étape de 45-48, revenir à la loi du plus fort, à la jungle produite par des pays qui se croient le jardin et la civilisation. Eh bien, nous, on doit se dresser avec dignité, tranquillité, en se rassemblant autour de cet essentiel qui n'est pas de droite ou de gauche, qui est le cœur de la promesse démocratique. Mais on comprend bien, pas la personnalisation. Je pensais à Jean-Luc Mélenchon, dénoncé par François Ruffin aujourd'hui, dans la perspective d'une élection présidentielle qui centraliserait tout. Vous savez, c'est pas ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le président de trop ». Je pense depuis longtemps que cette course à la présidentielle, cette obsession de créer des mouvements politiques ordonnés sur cet seul objectif, on le sait, la France insoumise a été conçue comme ça, c'est un mouvement politique gazeux pour aller vers la conquête du pouvoir. Et moi, je pense que c'est un piège. Parce que d'abord, ce pouvoir est dangereux. C'est ce que nous montre Macron. Macron, il est normalement mort politiquement. Et comment il tient ?
à cause de ces institutions. Et ces institutions sont là. Et donc, il faut revenir à une dynamique de la société, de la mobilisation de la société, pas autour d'un homme, autour d'un projet, autour d'une équipe, autour d'une dynamique qui redonne le pouvoir à l'Assemblée, qui sorte de ce pouvoir personnel, où, comment dire, l'élection d'un seul confisque la volonté de tous. J'avais été effrayé une fois où M. Mélenchon avait dit « Oui, je suis pour la 6e République ». Il s'y est mis. Il n'était pas pour du temps de François Mitterrand. Il aimait l'absolutisme présidentiel quand François Mitterrand était président, car tout ça a commencé là. Ça concerne aussi bien la gauche que la droite. Hein. Une fois qu'on est en place, on profite, on est content, hein, on en abuse. On abuse du pouvoir de nomination, du clientélisme, du conseil de défense, du secret, de tout ce encore une fois, il n'y a pas de limite. Eh bien, il avait dit lors d'une campagne, oui, je suis pour la 6e République, mais en attendant, si je suis élu, j'userai de tous les pouvoirs de la 5e. Eh bien non, moi je veux un président qu'on empêche. Je veux un président qui soit limité. Je veux mettre fin. Nous sommes la seule monarchie européenne. Oui. Nous avons un absolutisme électif. Nous votons. Mais nous votons pour quelqu'un qui nous échappe dès la première heure et qui n'en fait qu'à sa tête et qui nous méprise. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il y a dans la séquence actuelle quelque chose qui nous fait tous du mal et qui explique aussi comment certains se laissent aller à des invectives, à des virulences inutiles. Il y a quelque chose de pervers dans l'exercice du pouvoir par M. Macron. J'ai écrit 2 jours avant la dissolution un article dont les thématiques ont été reprises ensuite par la presse étrangère. Emmanuel Macron, une présidence toxique. Nous savons tous aujourd'hui, dans les réflexions sur les relations de travail dans une entreprise, dans un couple, dans une famille, qu'il y a des personnalités toxiques, qu'il y a des personnalités qui abusent, qui parlent blanc et qui font noir, et qui après vous reprochent et vous disent que c'est vous qui êtes fous, c'est vous qui ne savez pas où vous habitez, qui ont un langage déréalisé et qui abusent dans leur pratique personnelle dans la relation aux personnes dont elles sont responsables. Nous avons un président qui est responsable du peuple français, qui est responsable de la Constitution. Et il a une pratique, je le redis, toxique du pouvoir. On ne peut pas dire « je respecterai le vote des Français » et le piétiner comme il le fait. On ne peut pas faire toutes ces grandes déclarations abstraites. Et j'avais honte quand il y a eu cette cérémonie, et j'en étais très fier, pour Manouchian, pour la main-d'œuvre ouvrière immigrée, pour tous ces étrangers qui ont donné leur vie pour la France. Mais c'était quelques jours après la loi sur l'immigration, cette abomination. Et le lendemain de la loi sur l'immigration, le même homme, président, avait défendu Gérard Depardieu sur les violences sexuelles. C'est-à-dire que vous voyez bien que tout ça se lie. J'emploie un néologisme à la fin du livre, je parle de l'illimitisme. Aujourd'hui, notre adversaire, c'est l'illimitisme. Qu'il s'agisse du comportement dans les relations personnelles, qu'il s'agisse de l'abus d'un pouvoir immense, celui d'un président, qu'il s'agisse de ces grandes entreprises du CAC 40, de ces financiers, de ces milliardaires, eh bien, il y a un illimitisme. Notre adversaire aujourd'hui, c'est l'illimitisme. Et c'est pour ça que je termine en convoquant quelques belles figures qui nous ont rappelé d'autres traditions. Je pense notamment à Élisée Reclus, un formidable géographe libertaire. Oui, vous pensez aussi à Louise Michel. Vous citez Louise Michel, qui était en Nouvelle-Calédonie. Hein. Au fond de quel gouffre aller chercher la vérité, disait-elle. Est-il une utopie qui ne devienne à son heure réalité? Est-il une science qui ne doive se transformer? Qu'importe, cherchons toujours l'horizon s'éclaircir. En attendant, disons à la vieille Europe les récits de l'enfance de l'humanité. Louise Michel est alors déportée en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki. Quand il y a la révolte d'Ataï, je dis dans le livre combien je salue l'arbre qui a été planté. Tous les jours dans les jardins. Le jardin des plantes. Je crie Ataï devant l'orme blanc qui a été planté quand nous avons rendu ses restes, sa tête. Et vous savez que le mausolée a été saccagé, le mausolée d'Ataï. Et elle, face à la révolte des Kanaks, elle avait déchiré son drapeau rouge et elle l'avait donné en 2 morceaux à 2 Kanaks qui allaient rejoindre la révolte d'Ataï. Vous savez, le colonialisme, c'est une barbarie. Beaucoup de compagnons communards de Louise Michel ont participé à la chasse aux Kanaks. Ont considéré, alors qu'ils étaient des proscrits, des parias en France, qu'eux-mêmes étaient des civilisés supérieurs à d'autres. Il ne faut jamais oublier cet engrenage. Et je voudrais vous citer un autre texte
que je cite dans ce livre et qui avait été cité par des cinéastes du monde entier, dont Avi Mograbi, qui est un cinéaste israélien, qui est aujourd'hui en exil au Portugal. Et c'est un texte paru en septembre 67 dans le grand quotidien israélien Haaretz, de gens qui sont des justes de l'État d'Israël, qui avaient prédit, qui avaient alerté. Il disait ceci, et je voudrais vous le citer. C'était après les conquêtes des territoires, et contre les résolutions de l'ONU, ces territoires sont toujours occupés. Et je rappelle que Gaza est un territoire occupé. C'était un ghetto, enfermé et contrôlé par l'État d'Israël. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins et des assassinés. Des assassins, et vous pensez l'anniversaire du 7 octobre va avoir lieu. Ce texte a été fait par des gens qui avaient créé une organisation éphémère dont l'un des symboles vit toujours en Israël, Michel Warschawski, dit Mikado. Ce mouvement internationaliste, humaniste, radicalement démocratique s'appelait Matzpen. Cela veut dire en hébreu la boussole. Nous n'avons qu'une boussole aujourd'hui à l'échelle de nos humanités concrètes, de notre société, à l'échelle du monde, à l'échelle du droit, c'est la boussole de l'égalité, la boussole de l'égalité. Et c'est sur ça que nous ne devons jamais transiger. Et mon livre est un appel à ce que nous retrouvions toutes et tous ensemble ce chemin-là qui devrait tous nous rassembler au lieu, et c'est ce qui se passe, de courir à l'abîme. Oui, vous dites... L'Afrique rappelle l'Europe à son inconséquence. J'ai envie de vous dire, au fond, n'est-il pas trop tard ? Il n'est pas trop tard, puisque la grande nouvelle, quand même, c'est l'Afrique du Sud. Parce que quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui est venue dire « Mais au fait, les droits internationaux, vous en faites quoi ?» C'est quoi l'Afrique du Sud ? Eh bien, c'est que nous n'avons pas fini le travail en 1948. Nous nous sommes réveillés après l'extermination et le génocide. Mais la même année, en 1948, dans une histoire coloniale, il y a un pays moderne, très développé, qui proclame quoi ? L'apartheid. C'est inventé en 1948, l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'apartheid, c'est comme ça que commencent les catastrophes. Et nous nous en sommes rendus compte quand nous avons arrêté, parce que nos pays ont soutenu longtemps l'Afrique du Sud, la séparation. Colored, black people, colored, white people, on sépare. Ce que je dis dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, du grand remplacement version meurtrière à la destruction de la Palestine, au mur à la frontière mexicaine, à Frontex et ses gouffres financiers qui fait de la Méditerranée un cimetière, il y a un désir d'apartheid qui revient. Et cela commence comme ça, la catastrophe. Au lieu de vivre avec le monde, d'accepter le monde, de comprendre que le monde bouge, qu'il est un organe vivant, comme les plantes, comme le tout vivant du monde, on voudrait l'immobiliser et on voudrait se barricader. Et je rappelle dans le livre que la catastrophe européenne, c'est-à-dire le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime industriel, l'extermination industrielle dans les camps de concentration, dans les fours crématoires, dans les chambres à gaz, cette extermination, elle a commencé d'abord par un plan d'expulsion, dont nous étions, la France, les dirigeants de l'époque, les co-auteurs. Ça s'appelait le plan Madagascar. Ah, ces Juifs, on va les chasser. Et il y a une grande île qui est très vide, on va les mettre là-bas. Et puis au bout d'un moment, les nazis se sont dit c'est un peu compliqué et ils sont passés à l'extermination dans la folie criminelle de l'antisémitisme dont il ne faut jamais oublier. Dans le moment où on tient tous les bouts, la solidarité avec un peuple martyr à Gaza, mais la solidarité avec le peuple ukrainien, que l'antisémitisme, et je le dis toujours, est un racisme qui est au cœur du racisme, car c'est une obsession de l'autre, d'éradiquer l'autre. C'est pas simplement pousser celui qui n'a pas la même couleur de peau, la même apparence, la même religion. C'est l'obsession, et c'est une invention européenne, de l'autre en nous. D'où l'idée, dans ces expositions criminelles, comment reconnaître un juif, est-ce que tu as un quart de sang juif, le fait de détruire une humanité, ça n'avait rien à voir avec la religion, c'était l'origine. C'était tu as une origine, tu es lié, et dans la longue durée, je le rappelle en rappelant la longue durée de l'anti-judaïsme chrétien,
car tout ça s'accompagne d'une imposture, parler de civilisation judéo-chrétienne. Ça, vous ne croyez pas à ça. Mais vous le dites, ça n'existe pas, la civilisation judéo-chrétienne. Tout chrétien lucide le sait, et depuis Jean 23 et le Concile, 2000 ans pour cogner sur les Juifs au nom d'un Juif, Jésus, où l'Église, une fois qu'elle a conquis le pouvoir avec Constantin sous l'Empire romain, eh bien, elle s'est retournée contre sa source juive, sa source révolutionnaire au fond, sa source où tout le monde pouvait venir, car c'était ça la promesse de Jésus-Christ. Tout le monde pouvait venir. Et puis, on rabaissait ceux qui voulaient aller trop haut et on élevait ceux qui étaient trop bas. Cette promesse révolutionnaire du christianisme originel. Quand l'Église s'institutionnalise, et c'est pour ça que je dis souvent que l'origine ne protège de rien, quand elle passe du côté du pouvoir et du coup de l'Inquisition et du coup des persécutions, eh bien, elle se retourne et elle fait, avec la figure de Judas inventée, du judaïsme, son obsession. Je rappelle que l'Europe, quand elle se projette sur le monde, cela commence d'abord par le nettoyage ethnique à l'intérieur. Même la France a expulsé les Juifs, avant l'Espagne, avant le Portugal, comme la Grande-Bretagne. Tout ça s'est passé au XIIIe, au XIVe siècle. L'étoile jaune vient de ces bouts de tissu que l'on mettait pour la circulation et l'exclusion spatiale au Moyen-Âge des Juifs. Donc cette invention aujourd'hui qu'utilise l'extrême droite israélienne pour dire « nous sommes la pointe avancée du combat des civilisations judéo-chrétiennes. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou dans une interview récente. Bien sûr, et c'est une insulte à toute l'histoire de la longue souffrance juive. Et c'est, je rappelle, une très très belle figure qui est française, qui a créé les amitiés judéo-chrétiennes, Jules Isaac. Il a perdu dans le génocide, c'était une grande figure historienne, le manuel historique, le Malais Isaac, et Jules Isaac, inspecteur général d'histoire, après la guerre, avoir perdu sa femme, sa fille, son gendre dans le génocide, eh bien, il prend son bâton de pèlerin et il fait Genèse de l'antisémitisme. Il fait l'enseignement du mépris. Il fait Jésus et Israël. Il fait tous ces livres et il crée les amitiés judéo-chrétiennes et il va frapper à la porte du Vatican en disant « il faut que vous reconnaissiez combien cet antisémitisme moderne, il est venu de ce vieil anti-judaïsme chrétien. » Et c'est ce qui sera fait. Et donc, aujourd'hui, se laisser prendre à ce piège, c'est vraiment détestable. Et je dirais que c'est d'autant plus détestable qu'au même moment, l'extrême droite le brandit. Or, vous savez, il y a une extrême droite qui, par antisémitisme, a toujours poussé Israël au crime. Elle existe dans notre tradition, et je cite même Marcel Déat, qui était un collaborateur. Oui, que les Juifs soient dans leur pays, mais qu'ils soient tous dans leur pays. Qu'il n'y en ait plus chez nous. Toujours l'apartheid, toujours la volonté de séparer. Et donc, il y a l'idée, s'il y a un État ethnique, un État d'une identité fermée, c'est très bien, nous on fera pareil. Et là, on est au cœur de comment M. Netanyahou violente, y compris la promesse de l'État d'Israël. Je rappelle que les textes fondamentaux de l'État d'Israël, il n'y a pas une constitution, mais ont été violés par une loi fondamentale qui fait d'Israël un État identitaire en oubliant que quand Israël est créé, il est dit qu'il doit respecter dans sa citoyenneté des citoyens de différentes origines, de différentes religions. Il y a 20% de Palestiniens israéliens, il y a des chrétiens là-dedans. Et c'est la même chose qu'il faut dire, encore une fois, à tenir tous les bouts, vis-à-vis du Hamas, en dire l'histoire de la Palestine n'est pas une histoire islamique. Il y a 10% de chrétiens en Palestine. Et Yasser Arafat, il a toujours reconnu cette diversité du peuple palestinien. Donc plus on rentre dans ces logiques identitaires, plus on produit des monstres en face. Oui, un mot encore. Vous citez Aimé Césaire, encore une fois. Il disait les monstruosités nazies sont le fruit des crimes commis par l'Europe sur d'autres continents. J'ai envie de vous dire, Evelyne Plenel, quels seront les crimes commis demain au nom des crimes d'aujourd'hui? C'est ça la question que pose ce livre au fond. Aimé Césaire qui disait nous ne laissons jamais les assassins d'aube prendre notre avenir. Mais Césaire disait au bout de toutes ces barbaries, il y a Hitler. Et ce que vous reprochez au fond à Hitler, c'est de l'avoir fait chez vous, sur votre continent. Parce que Hitler, c'est un colonialisme, c'est un impérialisme. C'est l'idée qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres. Et les Slaves devaient être mis en esclavage, et les Juifs, comme les Tziganes, devaient être exterminés. Hitler n'est pas indifférent à l'Europe. Il vient de l'Europe, il vient de cette folie meurtrière. Le premier génocide de l'histoire,
en tant que qualifié juridiquement, eh bien, c'est un génocide qui se passe en Afrique dans des colonies allemandes, dont certains des responsables vont se retrouver, des jeunes officiers militaires, dans la Wehrmacht qui va accompagner le nazisme. Et donc, je ne prédis pas l'avenir. Vous savez, je dis souvent, les journalistes doivent être interdits d'avenir, de futur, parce qu'autrement, ils ne voient pas l'événement, ils ne voient pas l'inattendu. Je préfère dire l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance. De livre en livre, et par mon travail de journaliste et celui collectif de Mediapart, nous alarmons, nous inquiétons, y compris par nos révélations, nous dérangeons. Mais ce n'est pas déranger pour accabler, pour désespérer, c'est au contraire pour éveiller. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. C'est en ne se rassurant pas à bon compte, en étant intranquille, en n'étant pas indifférent. Et cette indifférence sur Gaza, je la trouve terrifiante aujourd'hui. Eh bien, c'est comme cela qu'on se sauvera nous-mêmes. Parce que si on est indifférent aux autres là-bas, on commence à devenir indifférent à nous-mêmes, à notre propre humanité. L'humanité est en jeu à Gaza. Notre humanité. Merci. Edwy Plenel était notre invité. Le jardin et la jungle est publié aux éditions La Découverte. Cette adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde. Merci beaucoup, Edwy Plenel, d'avoir été avec nous.